Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale République démocratique du Congo. Nous sommes en compagnie de l'honorable Francine Muyumba. Bonjour, honorable. Bonjour, Madame Pamela, merci. Alors, honorable, merci d'avoir accepté de répondre à cette invitation. Nous parlons donc de la RDC, qui est votre pays, la République démocratique du Congo, et plus précisément ce récent accord signé par la République démocratique du Congo avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Quels sont pour vous les principaux points de cet accord qu'on peut retenir aujourd'hui? Merci beaucoup, Madame Pamela. C'est pour moi vraiment un plaisir de me retrouver une fois de plus avec vous. L'accord de Washington entre la République démocratique du Congo n'est pas en soi une mauvaise chose. C'est une bonne chose parce qu'aucun Congolais ne peut être contre un accord de paix. Néanmoins, ce n'est pas la première fois que la RDC signe un accord de paix avec le Rwanda. Est-ce que la République démocratique du Congo doit se contenter de signatures d'accords pendant presque 30 ans aujourd'hui et les problèmes ne trouvent pas de solution? La question est celle de savoir si réellement cet accord va ramener la paix en République démocratique du Congo. Je ne sais pas vous en dire plus sur le point qui constitue l'accord en question parce que le peuple congolais n'a pas été consulté et comme vous le savez, le Parlement non plus n'a pas été impliqué dans l'accord, chose qui viole l'article 214 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Donc, l'accord, il n'y a pas la transparence là-dessus parce qu'il n'y a pas eu débat au Parlement, par exemple. Et c'est à travers la représentation nationale que le peuple congolais peut également comprendre ce qui se passe. Mais ça n'a pas été fait avant de conclure également les deals parce que, rappelons que l'accord a été signé, l'accord de paix a été signé le 27 juin 2025. Le gouvernement rwandais l'avait directement déposé au Parlement et ratifié. Malheureusement, la République démocratique du Congo ne l'avait pas déposé au Parlement et on se pose plusieurs questions pour savoir pourquoi. Donc, il y a plusieurs zones d'ombre là-dessus. Pensez-vous que le président Félix Tshisekedi, qui est parmi les signataires de cet accord, va accepter de revoir la procédure, la manière dont ça a été fait, ou va accepter, ou pourrait accepter d'amener cet accord sur la table du Parlement pour essayer de bien faire les choses et contenter et rassurer l'opinion internationale et nationale? Bon, la Constitution de la République du Congo est claire concernant la séparation de pouvoir. Ce n'est pas une décision qui doit émaner du président de la République. Le président de la République est comme institution, il est président de la République, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Parlement, ainsi que les cours et tribunaux, ainsi de suite. Alors, chaque institution a son pouvoir. Et le Parlement, dans son pouvoir, a failli également parce que le Parlement pouvait solliciter ou demander ces textes au gouvernement, tout comme le gouvernement, parce que les responsabilités sont partagées. Oui. Le gouvernement a failli dans sa responsabilité de présenter cet accord, de déposer ça au Sénat pour l'autorisation de la loi de ratification, l'adoption de la loi de ratification, et du coup aussi, le Parlement a échoué parce que le Parlement pouvait exiger ou convoquer le ministre en charge des Affaires étrangères pour qu'il aille expliquer à la représentation nationale ce qu'il en est de cet accord. Au finish, ça pose problème. J'ai suivi le président de l'Assemblée nationale, d'ailleurs, qui faisait partie de la délégation du président de la République, dire que non, voilà, nous venons de signer et que maintenant, nous allons voir, le président a promis de nous renvoyer les textes. Ce n'est pas le président qui doit vous promettre de renvoyer les textes. Vous êtes président de l'Assemblée nationale. Et puis le président de l'Assemblée nationale n'est pas l'Assemblée nationale. Alors, quand il parle là-bas, il parle au nom de qui?
quand on parle des lois qui doivent être adoptées, c'est la représentation nationale qui adopte les lois et qui autorise. Ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale qui est d'ailleurs un membre du bureau qui dirige l'Assemblée nationale et qui ne représente qu'une seule chambre du Parlement. Le Parlement a une chambre basse et une chambre haute. Et la chambre haute, on n'a rien vu. Donc un texte qui vient de l'Assemblée nationale monte au Sénat, et voilà, ainsi de suite, selon la procédure constitutionnelle, chose qui n'a pas été faite. Alors, si le président, donc, nous sommes dans une dictature où on dit, ça dépend de la volonté du président de la République. Madame, ça ne dépend pas de la volonté du président de la République. C'est la constitution de la République démocratique qui l'est dit, de la République démocratique qui l'est dit, et de la République démocratique du Congo qui l'est dit. Et nul n'est au-dessus de nos lois, y compris le président de la République. Alors, honorable, l'accord est déjà là, il a été signé, même s'il n'a pas été ratifié. Y a-t-il un moyen de l'examiner en profondeur afin qu'il puisse réellement profiter aux populations de l'Est? Bon, selon les usages internationaux, comme vous le savez, lorsqu'on signe des accords, il y a toujours des paragraphes où on dit l'accord entre en vigueur, je ne sais pas la date de son entérinement ou de sa signature, ainsi de suite. Je me pose maintenant la question, l'accord a déjà été signé, le Congo a déjà pris ses engagements, le président de la République ou le Parlement l'examinait pour quel bien? Parce que tout a été conclu et les partis sont rentrés pour assurer la mise en œuvre de l'accord. Maintenant, ce qui sera discuté au Parlement, ça sera pour quelle fin? Parce qu'il fallait que ça se fasse avant pour permettre à la représentation nationale d'avoir ses recommandations là-dessus et de bien analyser les choses parce qu'il s'agit de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le président de la République passe, les institutions et la République démocratique du Congo restent. Lorsqu'on engage le pays dans des deals pareils, à long terme, et lorsque le président ne sera pas là, ou ceux qui ont eu à négocier les accords ne seront plus là, on laisse le pays en difficulté. Donc, du coup, il fallait les faire bien avant, pendant les négociations, pour permettre au peuple de s'exprimer, afin que ces recommandations puissent également figurer dans les textes finaux de l'accord avant toute signature, chose qui permettra la participation du peuple congolais ainsi que de la représentation, ne fût-ce que la représentation nationale, parce qu'on estime que la représentation nationale représente également ces peuples-là. Alors, la représentation nationale n'a pas été consultée et au finish, on se pose des questions. Si le régime en place a perdu quoi? Parce qu'ils ont plus de 90%, plus de 98% des représentations des membres du Parlement. Pourquoi avoir perdu du Parlement? Parce que vous considérez que vous avez gagné les élections, les élections d'abord qui étaient contestées, de toutes les façons organisées dans le mécanisme que nous connaissons tous. Alors, maintenant, en quoi on se dit qu'on a une majorité? Lorsqu'on ne sait pas passer un texte au Sénat ou à l'Assemblée nationale pour examen ou adoption. Alors, on se pose beaucoup de questions là-dessus. Alors, est-ce que cela signifie que vous ne croyez pas à la mise en place de mesures ou bien de mécanismes de suivi sur l'application de cet accord sur le terrain? Ma sœur, je serai très honnête avec vous. Un mécanisme sans capacité de sanction n'est qu'un simple observateur. Un simple observateur parce que ça ne garantit pas la paix. Ça ne garantit pas la paix. Quels sont les mécanismes? Quels sont les mécanismes des sanctions? Quelles sont les capacités qu'il y a des sanctions là-dessus? On n'en sait rien. Le gouvernement congolais n'a rien expliqué là-dessus. Alors tout est flou. Et c'était ça les questions que la représentation nationale devrait poser comme question avant d'entériner cet accord. Ce n'est pas les questions que nous devons nous poser aujourd'hui. Ce sont les questions qu'il fallait se poser depuis longtemps, depuis le traitement de cet accord. Alors moi je trouve que du coup il n'y a pas de mécanisme fiable
de mise en œuvre ou de suivi, si je peux le dire, si vous le permettez, en tout cas, ça ne garantit pas la paix. Parlons justement de paix. Quelles sont selon vous les mesures ou bien les solutions qui peuvent être amenées à concrétiser la paix sur le terrain? Quelles sont les solutions? Parce que depuis, on parle toujours de signature d'accords de paix. Bon, on rencontre les rebelles, certains parlent de payer les chefs rebelles, d'autres parlent de les insérer dans le gouvernement. Mais à ce jour, ça fait plus de 27 ans que la situation dure. Quelles pourraient être des solutions concrètes qui pourraient réellement ramener la paix sur le territoire congolais? Bon. La cohésion nationale est très capitale. Pourquoi? Parce que nous devons être le maître de maîtres qui doivent apporter des solutions à nos problèmes. Il nous faut des solutions congolaises aux problèmes congolais. Et sincèrement, gérer les causes profondes de ces conflits. Tant que nous ne serons pas en mesure d'attaquer les causes profondes des conflits, nous continuerons à faire le tour du monde et nous n'aurons pas de solutions. Notamment le développement de notre pays. C'est très capital parce que nous devons être à mesure de sécuriser l'ensemble du territoire national. C'est aussi un problème de leadership. Cela veut dire que les ressources du Congo ne doivent pas devenir un obstacle pour la paix et la stabilité de la République démocratique du Congo, mais plutôt une solution pour apporter la paix et la stabilité pour les Congolais. La gestion de nos ressources minières, la transparence, la lutte contre la corruption, la démocratie, la bonne gouvernance, ce sont les choses qui peuvent nous garantir la paix et la stabilité de la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas avoir de personnes qui pillent les ressources de l'État, des individus, et dans l'impunité, tout le monde regarde comme si rien n'était. Et au finish, il faut mettre des mécanismes en place qui peuvent nous assurer la bonne gouvernance en respectant les lois du pays. Et là, je parle de la loi suprême qui est la constitution de notre pays. Lorsque les individus se placent au-dessus de la constitution, de nos lois, nous aurons toujours le problème. C'est pour cela que nous devons faire en sorte que tout le monde respecte nos lois, respecte la constitution. Chaque institution joue son rôle, comme il se doit. Nous ne pouvons pas avoir un parlement des façades qui ne contrôle pas l'exécutif, comme il se doit. Voyez-vous, des détournements répétitifs par les membres du gouvernement qui restent en fonction, par des personnes qui semblent être puissantes ou les hommes forts de la République. Tant que ces problèmes-là ne seront pas traités, la République démocratique du Congo n'aura jamais la paix. Écoutez, nous sommes les maîtres de notre destin. La sécurité de la République démocratique du Congo, c'est notre responsabilité. Ce n'est ni la responsabilité de nos voisins, ni la responsabilité de la communauté internationale.
c'est tout d'abord la responsabilité de la République démocratique du Congo. La gestion de nos finances publiques. Comment est-ce que nos militaires sont formés? Comment est-ce qu'ils sont payés? Tout ça, ça pose beaucoup de questions. Lorsque un militaire qui va au front n'est pas, par exemple, bien payé, bien formé, nous attendons résultat, je ne pense pas. Lorsque nous n'arrivons pas à investir comme il se doit dans notre armée, attendons-nous un résultat? Non, je ne pense pas. Lorsque l'argent qui est censé être investi dans l'armée est détourné par ceux qui sont censés faire leur travail, et alors, on va toujours s'attendre à avoir la paix? Je ne pense pas. Lorsque j'étais au Parlement, au Sénat, j'ai dirigé la commission des relations extérieures. On auditionnait les ministres des Affaires étrangères. J'étais la présidente de la commission. La commission avait d'autres membres de la commission qui sont des personnes vraiment expérimentées, des anciens ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Lorsque cette guerre a commencé, on avait convoqué les ministres des Affaires étrangères, je me rappelle à l'époque, le ministre Lutundula. Au Sénat, j'ai présidé la commission et on avait formulé des recommandations au gouvernement pour essayer de voir comment mettre fin à cette guerre. Dès la tombée, dès la chute de Bunagana, on avait dit au gouvernement, c'est maintenant qu'il faut négocier. Parce que si les M23 avancent, ça sera difficile de négocier comme il se doit. Le gouvernement nous avait rassuré que ils avaient tout ce qu'il fallait pour mettre hors du territoire national l'AFC M23. Jusqu'à ce que le Nord Kivu est parti, Goma est tombé, Bukavu également, et ils avancent. Le gouvernement continue à donner leur narratif qui existe depuis la chute de Bunagana, en instaurant d'abord l'état de siège, qui est des mesures spéciales selon notre constitution, mais qui a été normalisé par le gouvernement jusqu'à la chute de Goma et de Bukavu et jusqu'à aujourd'hui. L'état de siège qui ne produit pas de résultats. Qu'est-ce qu'on en fait? On garde des statu quo et au finish, on n'a pas de solution. Alors, honorable, je vais citer l'une des phrases que vous avez données un peu au départ. Vous avez dit il faut des solutions congolaises aux problèmes congolais. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez cette impression que les Congolais vous ont trahi ou ils n'ont pas réussi à apporter les solutions aux problèmes que nous évoquons, le M23 par exemple, et avec la signature de cet accord qui se retrouve à l'extérieur, Washington est médiateur, on a le Qatar. Est-ce que vous avez donc cette impression que non seulement les Congolais ne vous ont pas satisfait, n'ont pas apporté les solutions qu'il fallait au peuple, mais peut-être à une plus large étendue, l'Afrique, parce que on dit aussi il faut des solutions africaines aux problèmes africains. On a l'Union africaine qui est là. Est-ce que c'est tout un échec du peuple africain, pas seulement du peuple congolais, dans la gestion de cette crise? Merci. Je vais vous répondre, Madame Pamela, en 3 phases. Premièrement, je vais m'appesantir sur la responsabilité nationale. Ensuite, je toucherai la responsabilité sous-régionale et régionale. Et enfin, je conclurai avec les Qatar, les États-Unis, ainsi de suite. Concernant la responsabilité nationale, je l'ai dit tout à l'heure que nous sommes le maître de notre destin. Personne ne viendra trouver des solutions à nos problèmes tant que nous-mêmes, Congolais, nous n'arrivons pas à nous battre
pour défendre notre pays et pour assurer le développement qu'il faut pour le peuple congolais. La seule solution actuellement pour résoudre les causes profondes de tous ces conflits, c'est un dialogue national inclusif. Comme initié par nos pères spirituels, la CENCO et l'ECC, chose qui a été rejetée en bloc par le régime en place. Et je ne vois pas d'autres ici. Je ne vois pas en tout cas parce que ça fait près de 3 ans aujourd'hui, ou 4 ans, que les gouvernements défilent dans les institutions internationales et dans les puissances et pour chuter avec un accord que je considère fragile et pour lequel les Congolais ne doivent pas espérer. Concernant la responsabilité régionale et sous-régionale, c'est avec déception que je vous dis que nos organisations sous-régionales et continentales ont failli à leur mission. Ont failli à leur mission parce que l'Afrique ne parle pas d'une voix. Et ça pose déjà problème. Lorsque la SADC n'arrive plus à trouver des solutions aux problèmes qui affectent ces pays membres, là on se pose encore la question sur l'efficacité de l'organisation. Lorsque nous touchons maintenant l'organisation mère, l'Union africaine, qui est l'Union africaine, ça fait mal au cœur de voir que c'est le monde entier maintenant qui parle de l'Afrique, parfois sans l'Afrique, parfois sans l'Afrique. Et ça, en tout cas, le peuple africain ne sait plus quoi attendre de l'Union africaine à ces niveaux. Espérons qu'ils peuvent améliorer les choses. J'ai passé presque toute ma jeunesse dans l'Union africaine, comme présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, comme vous le savez. J'avais l'occasion de participer à toutes les instances de prise de décision, y compris l'Assemblée des chefs d'État et des gouvernements. Alors, je ne vois pas de conflits en Afrique que l'Afrique ne peut pas résoudre. C'est pour cela qu'il y a des pays qui sont en train de perdre espoir dans notre organisation régionale et même des organisations sous-régionales. Regardez la situation dans l'Afrique de l'Ouest, ça échappe les organisations sous-régionales. Et du coup, il y a des pays qui se prennent en charge et qui se disent, qui claquent la porte en disant que non, nous ne faisons plus partie de notre organisation ou l'organisation sous-régionale, nous nous prenons en charge et voilà, nous nous engageons sans vous. Et c'est là où nous sommes entrés, c'est là où toutes les organisations, je vois toutes les organisations sous-régionales, c'est ça le chemin que ces organisations sont en train de prendre. Aujourd'hui, c'est l'Afrique de l'Ouest, et demain ça peut être l'Afrique australe, avec la SADC. L'Afrique de l'Est, c'est déjà presque le cas. Vous prenez l'Afrique centrale, n'en parlons même pas. Donc, je ne sais pas même à quoi servent toutes ces organisations sous-régionales. Mais en diplomate, je reste un tout petit peu convaincue que si les gens s'engagent, les solutions peuvent être trouvées dans la mesure du possible. Si la volonté politique, il y en a. Et du coup aussi, en chitant avec Qatar et Washington, bon, voyons voir parce que on a vu le gouvernement négocier avec
l'AFC M23 pendant presque 5 mois à Doha. Mais les combats continuent. Les combats continuent et la population souffre. Il n'y a pas de résultats. Où est le problème? Est-ce que ceux qui dirigent pensent plus à préserver ou à protéger leurs fauteuils qu'à mettre les intérêts du pays au-dessus de ce qu'ils sont en politique? Alors, honorable, outre le fait que le gouvernement de la République démocratique du Congo a eu, on peut dire, un vice de forme ou un vice de procédure en ce qui concerne la signature de cet accord, est-ce que ça signifie qu'on ne peut pas parler d'un tournant diplomatique historique? En tout cas, ça n'engage que moi, mais laissez-moi vous dire que non, parce que vous êtes tous témoins, je pense. L'accord a été signé dans un climat de méfiance totale entre les deux gouvernements ou les deux présidents. Et du coup, on se pose beaucoup de questions pour savoir la suite de l'accord. Lorsqu'en diplomatie, on signe un accord de paix, on ne peut pas, en tout cas, se séparer sans une poignée de main. En diplomatie, la méfiance qu'on a observée en dit beaucoup, si on peut le dire, même si une poignée de main n'est pas le retour de la paix. Néanmoins, c'est significatif, si je peux le dire, en termes de résolution des conflits, parce qu'on ne peut pas avoir des personnes qui décident de mettre fin aux hostilités et de ramener la paix, qui n'arrivent même pas à se regarder dans les yeux et même à s'étendre la main. Alors, qui trompe qui au finish, c'est pas quelque chose pour lequel nous devons tous nous contenter pour dire que non, voilà, ça va mettre fin à la guerre. Est-ce que l'espoir du peuple congolais doit toujours continuer à être dans le papier? Et je ne pense pas. Le peuple congolais a besoin du concret. On va chuter avec cet accord et peut-être revenir un peu sur les principaux acteurs. La République démocratique du Congo et le Rwanda. Alors, ils ont signé cet accord économique, mais est-ce que politiquement, il y a quelques zones d'ombre ou bien il y a encore quelques frictions qui pourraient faire en sorte que demain après-demain, la situation demeure instable, le conflit persiste à l'est du pays? Avec mon expérience, qui n'est pas aussi... je ne vais pas dire que je suis mieux que tout le monde. Mais tout ce que je peux dire est que un accord ne peut fonctionner que lorsque la volonté politique n'existe pas ou n'existe que dans des discours politiques, dans des discours vides, pour qu'il y ait des résultats sur le terrain, il faut qu'il y ait la sincérité et la volonté politique des partis qui ont signé l'accord. Et si il n'y a pas cette volonté politique, il faut oublier. Il faut oublier. On a vu les gens se réjouir à Kinshasa, faire des shows pour la signature de l'accord. Mais écoutez, on ne peut que se réjouir lorsqu'on verra des résultats. Ce n'est pas le moment de se réjouir. Ce n'est pas le moment de se réjouir. Tout le monde a besoin de la paix. Le peuple congolais est fatigué. La souffrance touche presque tout le monde. Moi qui vous parle, j'ai une très grande famille dans l'est du pays. J'ai une très grande famille dans l'est du pays, que ce soit dans le nord Kivu, sud Kivu, ainsi de suite, et dans les Maniema. Donc du coup, je ne me réjouis pas de la souffrance de mes frères et sœurs. Je ne me réjouis pas
de voir des mamans, des enfants qui mettent des objets à la tête pour fuir et se déplacer. Je ne me réjouis pas également de difficultés humanitaires ou de problèmes humanitaires liés à la guerre. Du coup, nous devons mettre fin à tous ces conflits. Nous devons nous mettre ensemble, nous regarder droit dans les yeux et nous dire des vérités, sans exclure qui que ce soit. Impliquer toutes les forces vives de la nation. L'opposition, le pouvoir en place, c'est ça un père de famille. Un père de famille ne fuit pas ses responsabilités en pensant que c'est l'extérieur qui va nous ramener la paix. Pas du tout. Un père de famille, qui est le président de la République, à un moment donné, qui doit prendre des décisions impopulaires, qui ne fait pas peut-être plaisir à son camp, mais pour trouver des solutions aux problèmes du pays, sans diviser le peuple congolais. On ne peut pas avoir un régime qui divise le peuple. Il n'y a plus de cohésion en République démocratique du Congo. Le peuple congolais est divisé, surtout lorsque le membre du gouvernement passe dans des médias locaux en disant qui est congolais, qui ne l'est pas. En considérant certains Congolais d'être des Congolais de deuxième, de second hand, comme on dit en français, et des Congolais de première classe et consorts, et Congolais conformément à la constitution de la République démocratique du Congo, n'est pas Congolais selon la volonté de la classe politique ou du régime en place. Mais honorable... Et du coup, ça divise. Il faut la cohésion nationale. Le président de la République a la responsabilité capitale de pouvoir ramener les Congolais sur une table et trouver des solutions aux problèmes qui nous affectent. Oui, honorable, vous parlez de cohésion, mais est-ce que ce n'est pas aussi en référence à cette problématique, ce problème de la balkanisation du pays? Je suis contre la balkanisation de la République démocratique du Congo. Je crois à un Congo uni et prospère. Un Congo où chaque Congolais se sent protégé. Un Congo où d'autres Congolais ne vivent pas dans la peur de la discrimination. Un Congo où nous devons nous respecter mutuellement. C'est possible. C'est possible et nous avons cette responsabilité. Quand on est leader, on rassemble, on ne divise pas. Lorsqu'on divise, on n'est plus leader. Le leadership vous échappe. Et lorsqu'il y a des problèmes, trouvez des solutions. Et lorsque vous maquillez de solutions, vous vous trompez vous-même. Parce que même après avoir mis le make-up, parce que ces derniers temps, le make-up, ça couvre presque tout. Il suffit de vous jeter dans la piscine et sortir de là pour voir la beauté de quelqu'un. Même si on maquille les choses en essayant de trouver des façades, ça ne sert à rien parce que les problèmes, tu vas les retrouver là-bas. Oui. Mon père me disait chaque jour que lorsque quelqu'un s'enivre, en fouillant les problèmes, il pense que c'est ça la solution. Mais lorsque l'alcool quittera son corps, il va trouver les problèmes là où il a laissé. Tout à fait. Ça ressemble à l'accord de Washington. Donc les problèmes congolais sont toujours là. Et il n'y a pas de solution à ces problèmes. Donc, j'en appelle au leadership, à la cohésion nationale, à la volonté d'unir le peuple congolais, à la volonté d'aller vers la cohésion nationale. Je combats la balkanisation de notre pays. Je crois fortement à l'unité des Congolais et au développement de la République démocratique du Congo. Je crois à la bonne gouvernance et je crois à la tolérance. Merci, honorable.
Merci beaucoup, Madame Pamela. Merci pour cette invitation. C'est vraiment un plaisir. C'était un plaisir partagé. Alors, chers téléspectateurs, vous l'avez entendu, cet appel, je ne vais pas le répéter, l'honorable Francine Mouyumba a demandé la cohésion et puis c'est sur cette note donc que je vous dis au revoir et merci de nous avoir été fidèles. Likez la vidéo, likez le podcast, suivez-nous sur ces réseaux et je vous promets qu'il y aura beaucoup plus d'épisodes aussi intéressants que celui-ci. Merci encore une fois et au revoir.